Cette émission vous est proposée par l'Institut universitaire de la Côte. Nous nous retrouvons une fois de plus dans le cadre de l'étude de notre œuvre du professeur camerounais Ebenezer Njomwele, œuvre intitulée « De la médiocrité à l'excellence » avec pour sous-titre « Essai sur la signification humaine du développement ». Alors, conformément à cette étude que nous avons débutée il y a quelques séances maintenant, nous avons annoncé dès le départ qu'il est question d'analyser le processus développemental de l'auteur en rapport avec les différents concepts qui sont développés dans cette œuvre. C'est dans ce cadre que nous avons commencé par étudier le premier chapitre qui s'intitulait « Le faux problème de la pauvreté qui s'ignore ». Nous sommes passés ensuite à notre deuxième chapitre intitulé « La misère de l'homme ». Notre troisième chapitre, quant à lui, a porté sur l'homme critique. Et pour le cadre de la séance d'aujourd'hui, nous allons étudier un texte en rapport avec notre quatrième chapitre qui s'intitule « La médiocrité ». Alors, vous l'aurez compris, le chapitre sur la médiocrité est un chapitre clé de cette œuvre de Njomwele parce que l'œuvre est intitulée « De la médiocrité à l'excellence ». Alors, il va sans dire que pour ce qui concerne la séance d'aujourd'hui, on est en plein cœur de la difficulté que pose Njomwele en matière de développement humain, puisque nous avons dit que Njomwele ne veut pas faire n'importe quelle théorie du développement, il veut élaborer une théorie du développement dans la perspective de l'humain. Alors, dans cette perspective, la question que nous commençons par nous poser, c'est la question de savoir quelle place tient la médiocrité dans le processus d'élaboration d'une théorie du développement chez Njomwele. Parce que d'une manière générale, lorsqu'on parle de médiocrité, lorsqu'on évoque le concept de médiocrité, on se rend compte qu'il s'agit d'un concept qui en soi, c'est-à-dire un concept qui par nature est essentiellement négatif. Alors si c'est un concept qui est essentiellement négatif, ça signifie que la médiocrité serait, n'est-ce pas, par anticipation, la médiocrité serait une situation qu'il faut quitter, une situation qui serait une situation déplorable, une situation de laquelle il faut se départir si nous envisageons effectivement le développement, du moins tel que l'entend notre auteur. Alors, pour en venir au fait, nous avons, tel que nous avons annoncé la procédure qui va consister à étudier l'œuvre, nous avions dit que nous allons sélectionner des extraits en rapport avec ces différents chapitres, des extraits qui, à notre sens, touchent à l'essentiel même du chapitre qui est développé, de ce qui est développé dans le chapitre, pardon, de manière à faire ressortir la quintessence de ce que l'auteur veut dire, de sorte que ça puisse mettre en exergue le point de vue qu'il essaie d'élaborer. Alors, le sujet d'aujourd'hui, la consigne, d'abord telle que vous la connaissez, nous dit de dégager l'intérêt philosophique du texte suivant à partir de son étude ordonnée. Alors, le texte que nous avons sélectionné pour essayer de rendre compte de la manière avec laquelle l'auteur entend la médiocrité, commence par « Nous avons dit que l'homme médiocre et s'achève par « Aucune contradiction ne saurait demeurer irréductible ». Alors, le texte est tiré des pages 51 à 52 dans vos différentes éditions de l'œuvre de Njomwele. Alors, conformément à la procédure que nous avons déclinée pour ce qui concerne la manière de traiter un commentaire de texte philosophique, nous savons que nous commençons d'abord par une lecture détaillée du texte. Étape fondamentale si vous voulez être sûr que vous allez toucher à l'essentiel de ce que dit l'auteur dans le texte
qui nous est proposé. Alors, sans plus tarder, nous allons faire lecture de ce texte de manière à ressortir à la fois les contenus explicites et implicites qui nous permettront de cerner exactement ce dont il est question dans cet extrait. Alors, l'auteur écrit: nous avons dit que l'homme médiocre est un homme du centre sans véritablement être central. Les auteurs, les philosophes aiment jouer sur des mots. L'homme médiocre est un homme du centre. Donc, l'homme du centre. En même temps, l'homme médiocre n'est pas central. Donc, il n'est pas central. Alors, nous avons dit que l'homme médiocre est un homme du centre sans véritablement être central. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir signifier? Alors, si vous avez bien lu le début de votre texte, vous allez vous rendre compte, pardon, le début de ce chapitre, pas le début de ce texte, le début du chapitre, vous allez vous rendre compte que l'auteur établit une sorte d'analogie, c'est-à-dire une sorte de similitude entre l'homme critique et l'homme médiocre dont il est question dans le présent chapitre. Dans les séances précédentes, nous avons parlé de l'homme critique comme étant un homme qui est dans une situation critique, c'est-à-dire comme étant un homme qui est dans une situation de crise, parce que c'est un homme qui souffre de toute forme de pesanteur morale ou mentale, telle que l'analphabétisme, le dogmatisme, l'aliénation, bref, les maladies qui attaquent la raison. Le lien logique, c'est que cet homme critique est un homme qui est un homme médiocre. Et le début de notre extrait nous fait comprendre que cet homme-là est un homme du centre, mais il n'est pas central. Qu'est-ce que ça veut dire, ces deux expressions? Lorsque John Moyle explique que l'homme médiocre est un homme du centre, il veut nous faire comprendre que c'est l'homme du milieu. L'homme du milieu. Alors, l'homme du milieu, ça veut dire l'homme d'un milieu, ça veut dire l'homme qui se cache, n'est-ce pas? L'homme, il se cache dans la masse. Le milieu ici est à considérer comme la masse, c'est-à-dire comme une sorte de majorité. Alors, il est au centre, donc il est au milieu de la masse, il est immergé, n'est-ce pas, dans la masse. Et en ce centre, il n'est pas central, c'est-à-dire qu'il n'est pas la référence. Il n'est pas celui à qui on se réfère lorsqu'on veut prendre les décisions. Parce que celui à qui on se réfère lorsqu'on veut prendre les décisions, c'est celui qui entreprend, justement. C'est celui qui innove, c'est celui qui crée. Or, si l'homme médiocre se cache dans la masse, alors il va sans dire qu'il suit le mouvement de la masse. C'est la raison pour laquelle, à travers l'expression « il n'est pas central », nous faisons comprendre que dans la logique de John Moyle, eh bien, il s'agit de reconnaître que l'homme qui se cache dans la masse n'est pas celui qui entreprend. Nous poursuivons la lecture. Mais, par un curieux renversement des valeurs, il arrive qu'on le prenne pour norme. Alors, l'homme médiocre, c'est l'homme du centre sans être central, mais par un curieux renversement des valeurs, il arrive qu'on le prenne pour norme. C'est-à-dire qu'il arrive qu'on prenne l'homme médiocre pour la règle à suivre. Une norme, c'est une règle qu'on est tenu de respecter, qu'il s'agisse d'une règle morale ou qu'il s'agisse d'une règle sociale. Alors, on se pose à ce niveau la question de savoir qu'est-ce qui se passe pour qu'on arrive à envisager l'homme médiocre pour la norme, c'est-à-dire pour la règle, alors que précédemment, l'auteur nous a fait comprendre que l'homme médiocre n'est pas central, au sens où il serait la référence en matière de prise d'initiative. Nous allons répondre à cette question suivant la lecture. Nous poursuivons. Seulement, il est norme, non pas en tant qu'individualité, mais en tant que masse, en tant que majorité. Alors, nous comprenons très bien que s'il arrive qu'on prenne l'homme médiocre, je le mets ici, s'il arrive qu'on prenne l'homme médiocre comme étant la norme, c'est en tant que cet homme médiocre est immergé dans la masse. La conséquence directe, c'est que s'il est immergé dans la masse et qu'on le prend pour référence,
En réalité, ce n'est pas lui en tant qu'individualité qu'on prend pour référence, mais ce qu'on prend pour référence, c'est la masse. La conclusion logique, c'est que la norme est définie par la masse. La norme est définie par la majorité. Ce qui est normal, ce serait ce que tout le monde fait. Donc vous voyez bien que si ce qui est normal, c'est ce que tout le monde fait, alors dans la masse, il n'y a pas à proprement parler un initiateur, quelqu'un qui prend les rênes pour décider individuellement parlant de l'orientation, par exemple, qu'il faut donner aux différentes actions. Alors dans ce cas de figure, l'homme médiocre qui est pris comme référence est pris comme référence en tant qu'il appartient à une masse qu'il faut suivre. Et c'est donc cette masse-là, cette majorité, qui définit la normalité. C'est exactement de cela qu'il est question. Nous poursuivons la lecture, dans tel ou tel milieu, l'homme normal sera celui qui se situera dans le camp de la majorité, peu importe si cette majorité est faite d'hommes veules ou nobles, stupides ou intelligents. Alors, on comprend bien que notre auteur est comme en train d'exposer une certaine conception de la normalité qui consiste à établir que ce qui est normal, c'est ce que fait la majorité. Alors, il n'est pas central en termes de référence parce qu'il appartient à une majorité. Donc, dans une situation comme dans une autre situation, ce qui va représenter le normal, la règle à suivre, c'est ce que fait la majorité. Si vous vous éloignez donc, parce que c'est ce que ça suppose à contrario, si vous vous éloignez donc de la majorité, alors vous êtes considéré comme étant quelqu'un qui va à l'encontre de la règle, c'est-à-dire quelqu'un qui va à l'encontre de la norme. Par conséquent, vous serez considéré comme quelqu'un d'anormal. Bien. Ici, dans cette conception de la normalité, le critère de la normalité est donc empirique, statistique. Empirique, statistique, empirique, ça veut dire expérimental. Statistique, ça signifie que ce qui définit ce qui est normal à ce niveau, c'est la loi du grand nombre, on pourrait le dire comme ça. Est normal, n'est-ce pas, ce qu'on voit faire par la grande majorité ou alors par le grand nombre. Donc, c'est la raison pour laquelle l'auteur nous fait comprendre que le critère, n'est-ce pas, le critère de la normalité à ce niveau est empirique. Il est statistique. Il renvoie au nombre. Plus on a de gens qui vont vers une certaine conception, plus on a de gens, notre fameuse masse, alors mieux on est porté à dire que ce qui est normal, c'est ce qui est déterminé par la masse. Alors vous comprenez bien que dans cette conception de la normalité, c'est la loi du grand nombre qui compte et qui est fondée à représenter le critère de la règle qui est considérée comme normale. Nous poursuivons. L'homme normal est l'homme qui se comporte comme font la plupart des hommes. Donc, vous comprenez très bien que c'est en rapport direct avec ce que nous venons de dire. Le critère de la normalité empirique statistique, c'est le grand nombre. Ça signifie que c'est donc le grand nombre qui définit ce qui est normal, au sens où l'homme normal, c'est celui qui font comme font la plupart des autres hommes. Bien. Il va de soi que c'est nécessairement une pseudo-normalité. Alors, lorsque vous êtes en train d'examiner le texte de l'auteur, vous devez être capable de pouvoir faire la distinction entre le moment où l'auteur est simplement en train d'exposer une conception à laquelle il ne souscrit pas, et le moment où il est en train d'exposer une conception qui est son point de vue, c'est-à-dire une conception qui est l'idée qu'il défend, l'idée qu'il expose comme étant le point de vue auquel il souscrit. Alors, si on se fonde donc sur ce que nous avons dit jusqu'ici et sur le concept de pseudo-normalité qui est péjoratif, qui veut dire fausse normalité,
Un pseudonyme, c'est un faux nom. Quand vous allez sur la toile, vous prenez un pseudonyme, vous prenez un faux nom. Cette conception de la normalité qui est définie par le grand nombre et qui se veut empirique ou statistique est jugée comme étant une pseudo-normalité, c'est-à-dire comme étant une fausse normalité. La question qui se pose, c'est la question de savoir pourquoi, en vue de se rendre compte de comment est-ce que l'auteur réoriente sa conception de la normalité. Alors nous poursuivons. Ce qui est pris ici comme normalité n'est encore que de la médiocrité. Alors on comprend bien que l'auteur veut déterminer ce qui représente le critère de la normalité. Et d'après cette conception que nous venons d'exposer, il dit que ce qui est considéré ici comme normalité n'est encore qu'une forme de médiocrité. Donc, si cette conception de la normalité est jugée comme étant une pseudo-normalité pour John Moeller, c'est parce que ce n'est encore qu'une forme de médiocrité. Si vous avez lu le début du chapitre, vous allez vous rendre compte que John Moeller assimile la médiocrité à une forme de routine, à une forme de conformisme, à une forme de suivisme moutonnier. Le médiocre n'est pas le faible. Si je dois faire une sorte d'appréciation, par exemple, sur une note de 20, le médiocre est catégorisé à la barre de 9. Du point de vue de John Moeller, on dirait que le médiocre, c'est celui qui est placé à mi-chemin entre l'humanité véritable et la sous-humanité. C'est-à-dire qu'il n'est pas le sous-homme tel que nous avons parlé dans le chapitre 2 qui était intitulé « La misère de l'homme », mais il n'est pas non plus l'homme véritable, c'est-à-dire il n'est pas non plus l'homme qui a accédé à son humanité véritable au sens où il possède la rationalité et la liberté. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il est à mi-chemin entre la sous-humanité et l'humanité véritable. Et donc, cette catégorisation d'homme du milieu prend donc tout son sens parce que nous disons que c'est l'homme du milieu. Nous disons qu'il est entre la sous-humanité et l'humanité véritable. Vous voyez bien qu'il est au milieu. Et ce qui le caractérise, c'est la routine, c'est le conformisme, c'est le suivisme, c'est la répétition. Donc, il est dans l'auto-répétition habituelle, d'où le fait que c'est un homme qui tourne en rond. Si donc, il est caractérisé par le suivisme, vous voyez très clairement que l'homme médiocre, qui est l'homme du centre, c'est-à-dire l'homme du milieu, c'est-à-dire l'homme qui se cache dans la masse, eh bien cet homme ne peut pas être une référence au sens où c'est lui qui prend les initiatives. Au contraire, le fait qu'il se cache à l'intérieur de la masse prouve simplement qu'il suit justement ce que la masse fait. Or, nous avons établi tout à l'heure que le suivisme était une caractéristique de la médiocrité. Si donc, ce critère de la normalité qu'est le grand nombre est déterminé comme étant une pseudo-normalité, qui n'est encore qu'une forme de médiocrité, cela doit sans doute être parce que cette forme de normalité nous invite au suivisme. On ne suit pas les choses qui sont dites être normales du point de vue de John Moeller. Ce qui est normal, ce n'est pas ce qu'on suit. En tout cas, c'est ce que nous savons de ce que cet auteur nous dit jusqu'ici. Nous poursuivons. La loi du grand nombre n'est pas nécessairement une loi dictée par la raison. Donc, là, nous avons le nombre, n'est-ce pas? On va effacer. Nous remplaçons la loi du grand nombre. La loi du grand nombre n'est pas nécessairement une loi dictée par la raison. C'est-à-dire que ce qu'on voit faire par tout le monde, ou encore ce que fait la masse, n'est pas nécessairement dicté par la raison, entendu du point de vue logique comme étant la faculté des principes, ou alors la faculté permettant à l'homme de bien juger. Est-ce que ce que fait le grand nombre est dicté par la raison? John Moeller a une position qui est plutôt une position négative. Parce que lorsqu'on est dans la masse, on a plutôt tendance à suivre de manière irréfléchie. C'est-à-dire que vous vous immergez dans un groupe, il suffit que le groupe aille à droite pour que vous suiviez le mouvement du groupe sans vous poser la question de savoir si l'action que vous entreprenez est bonne pour vous ou pas. Raison pour laquelle l'auteur nous fait comprendre que la loi
du grand nombre qui se veut statistique n'est pas nécessairement une loi dictée par la raison. Nous poursuivons. Or, c'est celle-ci, il parle de la raison, qui doit être en toutes circonstances critère de la normalité. Alors, nous voyons bien que si ce critère de la normalité, la loi du grand nombre, est jugé comme étant une pseudo-normalité, c'est parce que cette forme de normalité nous plonge dans le suivisme. Et Njomwele nous fait comprendre que c'est la raison qui représente le véritable critère de la normalité, puisqu'il dit que c'est celle-ci, c'est-à-dire la raison, qui en toutes circonstances, ça veut dire quel que soit l'espace et le temps, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, c'est la raison qui doit définir ce qui est considéré comme étant normal. Puisque si une chose est normale, elle est normale pour l'homme, c'est-à-dire elle est normale pour l'être doté de raison. Est normal, nous poursuivons, non pas ce qu'on voit faire par tout le monde, mais ce qui, même suivi par une infime minorité seulement, obéirait à la raison universelle. Et je vais reprendre cette phrase parce qu'elle me semble importante. Est normal, non pas ce qu'on voit faire par tout le monde, mais ce qui, même suivi par une infime minorité seulement, obéirait à la raison universelle. Alors cette phrase est comme en train de détruire l'idée que c'est la loi du grand nombre qui représenterait le critère de la normalité. Et il nous fait comprendre que même si ce qui est normal est suivi par une infime partie d'individus, c'est-à-dire une petite quantité d'individus, alors c'est cela qu'il faudrait considérer comme étant normal, parce que c'est déterminé non pas par le grand nombre, mais plutôt par la raison. Alors on comprend très bien que Njomwele remplace la loi du grand nombre par la raison. C'est la raison qui est fondée à déterminer ce qui est normal et non pas la loi du grand nombre. Parce que lorsqu'on est dans la loi du grand nombre, on suit, j'insiste là-dessus, on suit de manière irréfléchie. Nous pouvons essayer de prendre un exemple exemplaire pour essayer de vous préciser les choses à ce niveau. Nous sommes dans une période où nous attendons les précisions par rapport aux examens. Alors, il ne suffit pas que vous entendiez dire sur les réseaux sociaux à gauche à droite que l'examen se passera par exemple tel jour pour définir effectivement ou alors pour suivre cette loi qui consiste à dire que l'examen se passera tel jour si vous n'avez pas vous-même réfléchi au préalable sur le contexte dans lequel vous vous situez et comment faire pour vérifier cette information. Alors le médiocre, c'est simplement celui qui relaie cette information sans avoir pris le temps de réfléchir, sans avoir pris le temps de remettre cette information en question en vue de la vérifier. Alors, celui qui remet l'information en question et qui la vérifie, réfléchit en se servant de sa raison et par conséquent ne peut pas être considéré ou alors catégorisé comme étant un médiocre. Donc, j'espère que ça vous permet très bien de comprendre de quoi il est question ici. Des contradictions peuvent surgir entre la majorité de tel milieu et celle de cet autre milieu, ce qui prouve que ce n'est pas le nombre ni la quantité qui fondent la normalité. Et je m'explique là-dessus. Si effectivement c'est la loi du grand nombre qui suffirait ou alors qui suffisait à déterminer ce qui est normal, normalement, il suffirait simplement que on ait le plus grand nombre dans tel milieu pour juger de ce qui est normal. Or, on observe qu'il y a des contradictions entre la majorité et la minorité. Si c'est donc la loi du grand nombre qui était le critère de la majorité, de la normalité, c'est-à-dire si c'était la loi du grand nombre qui pouvait décider de ce qui est normal, alors il faudrait simplement qu'on détermine de quel côté se situe la majorité pour déterminer ce qui est normal. Or, on observe qu'il n'en est rien. On observe des oppositions ou alors des contradictions entre la majorité et la minorité. Ce qui est fondé à nous faire comprendre que ça n'est pas la loi du grand nombre qui détermine ce qui est normal ou alors qui représente le critère de la normalité.
Mais devant la juridiction de la raison, aucune contradiction ne saurait demeurer irréductible. La raison, du point de vue de John Moeller, représente donc la juridiction suprême qui permet de déterminer ce qui peut représenter le critère de la normalité ou pas, et non pas la loi du grand nombre telle que l'on le pense généralement. Donc, voilà, si vous voulez, résumer le texte expliqué de ce que l'auteur essaye de nous faire comprendre. Alors, une fois que vous avez effectué votre lecture détaillée du texte, il vous faut maintenant passer à l'identification du thème. Et nous savons que pour identifier le thème dans un extrait, il nous faut ressortir le champ lexical dominant afin de se rendre compte de la notion ou alors du concept qui apparaît et qui permet de dire qu'effectivement dans cet extrait, l'auteur est en train de traiter de ceci et non de cela. Alors, en nous fondant sur l'explication que nous avons faite, et si on fait ressortir le champ isotopique de ce texte, on se rend compte que le texte porte sur la normalité. Il est question de savoir, en tout cas l'auteur parle de la normalité. Je ne veux pas brûler les étapes pour vous mettre directement sur la voie du problème. Il est question de la normalité. Qu'on parle de tel milieu ou qu'on parle de tel autre milieu, ça parle de la normalité. Alors, il faut faire attention à ce niveau parce que, comme le texte est tiré du chapitre « La médiocrité » et que l'auteur commence son texte justement en parlant de la médiocrité, vous serez tenté justement de dire que l'auteur parle de la médiocrité. Mais le thème, c'est la préoccupation fondamentale en rapport avec le problème que l'auteur se propose de résoudre. Alors, si on prend cela en considération, il apparaît que même si l'auteur parle de la médiocrité, c'est un thème qui est secondaire dans le cas d'espèce. Alors, nous allons noter notre thème, faire comprendre qu'il est question de la normalité. Voilà. Après avoir déterminé le thème, nous passons à l'identification de notre problème, considéré ici comme la préoccupation fondamentale que l'auteur se propose de résoudre. Le problème qui est la question de fond que l'auteur veut résoudre, la question à laquelle l'auteur veut répondre. Alors, nous avons déjà dit que cette question est liée au thème du sujet. Si le thème c'est la normalité, alors le problème doit interroger ce thème, ou alors ce thème, ce concept de normalité doit effectivement se retrouver dans la formulation de notre problème. Alors, on se rend compte que d'après la lecture expliquée de notre extrait, l'auteur est en train de s'insurger contre une certaine conception justement de la normalité et il la remplace par autre chose. D'où le fait que la question de fond à laquelle il essaie de répondre, c'est celle que nous avons trouvée dans notre explication en rapport avec le critère de la normalité. Si bien que, en formulant, cela pourrait nous donner la question qui consiste à se demander quel est le critère de la normalité, ou encore qu'est-ce qui définit la normalité, ou encore quelle est la nature de la normalité. Ces trois formulations renvoient à la même préoccupation. Alors nous prenons la formulation qui consiste à se demander quel est le critère de la normalité. Voilà. Une fois que nous avons identifié notre problème, nous pouvons passer à la thèse, considérée ici comme étant la réponse que l'auteur donne au problème que nous avons identifié. Et à ce moment, tout le monde se rend bien compte que c'est facile. Nous avons dit que l'auteur n'est pas d'accord avec l'idée que ce soit la loi du grand nombre qui détermine la normalité. Cette loi du grand nombre, c'est encore la majorité. Et il remplace ce critère par la raison. Et donc, si nous devons répondre, puisque je vous ai expliqué qu'il faut faire la distinction entre une conception que l'auteur se contente d'exposer, mais à laquelle il ne souscrit pas,
et le moment où il expose une conception qui est celle qu'il défend. La conception à laquelle l'auteur ne souscrit pas, c'est celle qui consiste à dire que la normalité est déterminée par la majorité. Celle à laquelle il souscrit, c'est celle qui consiste à dire que le critère véritable de la normalité, c'est la raison. C'est donc cette conception à laquelle il souscrit qui représente son point de vue ou alors l'idée même qu'il défend dans cet extrait. Et c'est cela que nous pouvons prendre à titre de thèse. Alors nous allons dire, selon John Moeller, la normalité est déterminée. La normalité est déterminée par la raison. Voilà la position de l'auteur du sujet. Alors, on se rend compte que le concept de normalité, qui est le thème, apparaît dans la formulation du problème. Il doit également apparaître dans la formulation de la thèse. Et c'est cette cohérence logique qui vous fait plus ou moins sentir que vous êtes sur la bonne voie. Bien. Après avoir déterminé notre thèse, il est maintenant question d'élaborer les articulations qui représentent la structure logique du texte, c'est-à-dire les étapes de raisonnement de l'auteur. Parce que vous vous rendez bien compte que peut-être qu'il n'y a pas une phrase comme celle-ci dans le texte, mais c'est bien ce que l'auteur essaye de nous faire comprendre. Alors, comment l'auteur s'y prend pour nous faire comprendre ceci? C'est ça qu'on appelle les articulations. Alors, nous savons que les articulations sont comprises entre 2 et 3. Il nous reste donc à déterminer quelle est notre première articulation. Et pour cela, nous devons nous appuyer encore une fois de plus sur la lecture expliquée du texte que nous avons effectué tout à l'heure. Alors, d'après notre lecture expliquée du texte, nous nous sommes rendus compte qu'au tout début, l'auteur essaye d'exposer, nous le disions tout à l'heure, une conception de la normalité, mais à laquelle il ne souscrit pas. Alors, cette conception de la normalité à laquelle il ne souscrit pas est une conception qui consiste à dire ou à établir que le critère de la normalité, c'est la majorité ou encore la loi du grand nombre. Nous écrivons majorité juste ici en dessous, c'est la même chose. Cette conception peut être considérée comme étant la conception commune de la normalité en Afrique sous-développée, puisque la théorie du développement que John Moeller élabore est une théorie du développement en Afrique sous-développée. Alors, partant de là, nous pouvons dire que dans sa première articulation, l'auteur s'insurge contre la conception commune de la normalité qui est déterminée par la majorité. Donc, c'est une manière de dire qu'il montre qu'il n'est pas d'accord avec le sens commun de la normalité, sens commun qui dit que ce qui est normal, c'est de faire comme fait la masse. C'est une manière un peu simple ou grossière de dire les choses. Alors, nous pouvons noter notre articulation en disant que notre auteur s'insurge, dans notre auteur s'insurge contre la conception commune de la normalité, laquelle est déterminée par la majorité ou encore la loi du grand nombre. Il s'agit de la même chose. Alors, avant de poursuivre avec notre deuxième articulation, l'identification de cette première articulation nous permet de revenir à quelque chose que nous avons déjà dit au départ pour ce qui concerne la manière avec laquelle l'auteur procède pour
essayer d'exposer son point de vue. Nous avons établi au départ de nos séances que l'œuvre de Njom Moelle était une œuvre de redéfinition des concepts. Alors, en tant que tel, il est normal que Njom Moelle s'attaque d'abord à la manière avec laquelle on perçoit ces concepts communément. Il en était de même pour la pauvreté, il en était de même pour la misère de l'homme des pays sous-développés. Rappelez-vous, dans une de nos précédentes interventions, nous disions que du point de vue de Njom Moelle, l'Africain des pays sous-développés limite sa misère à la famine. Alors, ça signifiait qu'il n'était pas d'accord avec la signification, voilà, que l'Africain des pays sous-développés donne à sa misère. Eh bien, en rapport avec notre présent extrait, nous constatons également que Njom Moelle n'est pas d'accord avec la manière avec laquelle le sens commun envisage la normalité. Il est nécessaire de procéder de cette manière dans l'œuvre de Njom Moelle, parce que si son œuvre se veut une œuvre de redéfinition des concepts, s'il s'agit de redéfinir, c'est-à-dire de définir une nouvelle fois, il est logique qu'il parte d'abord de la définition que ces concepts ont ordinairement. Raison pour laquelle dans la presque, c'est-à-dire dans la quasi-totalité des extraits que nous avons effectués jusqu'ici, on se rend compte que dans les étapes de raisonnement de l'auteur, eh bien, ce dernier est en train de s'insurger contre une certaine conception qu'il a du concept qu'il est en train d'examiner. Voilà. Donc, cela fait, nous pouvons passer à notre deuxième articulation. Qui consiste à établir que du point de vue de Njom Moelle, le véritable critère de la normalité, c'est la raison. La question qui se pose, c'est en quoi? Donc, puisque Njom Moelle a établi que c'est la raison qui est le véritable critère de la normalité, et en vue également d'éviter de vous répéter par rapport à la thèse de l'auteur que vous avez déterminée ici, votre articulation va consister à justifier cette thèse, donc à montrer en quoi la normalité représente le véritable critère de la normalité chez Njom Moelle. Parce que certains d'entre vous ont la fâcheuse habitude de reporter la thèse comme étant une articulation et à mettre à la deuxième articulation que la normalité est déterminée par la raison. Ça fait une sorte de tautologie. Donc, si vous vous retrouvez dans cette nuance-là, pensez à l'idée que, ou alors à l'approche qu'il faut plutôt justifier, n'est-ce pas, la thèse pour éviter de faire la tautologie. Et donc, partant de là, notre deuxième articulation consiste à établir, ou alors consiste à montrer en quoi la raison représente le véritable critère de la normalité. Donc, nous allons mettre là, il, mi pour Njom Moelle, explique en quoi la raison constitue le véritable critère de la normalité. Et nous pouvons essayer de rappeler des éléments que nous avons donnés tout à l'heure. Si la raison, du point de vue de Njom Moelle, représente le véritable critère de la normalité, eh bien c'est parce que lorsque nous utilisons la raison, nous évitons de sombrer dans le suivisme moutonnier, contrairement à celui qui suit ce qui est normal parce qu'il est caché à l'intérieur de la masse. Celui qui sort de la médiocrité, c'est celui qui évite justement le mimétisme, c'est-à-dire la tentative d'imitation irréfléchie, parce qu'il est simplement dans la politique du suivisme. Alors que celui qui se fonde sur sa raison pour déterminer ce qui est normal, réfléchit à déterminer en quoi ce qui doit être appliqué comme étant normal est bon pour lui en tant qu'il était d'être doté de raison. Donc, voilà détailler les différents éléments qui constituent la quintessence de ce que Njom Moelle veut nous faire comprendre dans cet extrait et qui défendent clairement son point de vue qui consiste à admettre que la normalité est déterminée par la raison. Alors, comme dans tout exercice de ce type, c'est-à-dire comme dans tout exercice de philosophie,
l'apprenant est amené à effectuer une évaluation dialectique, une évaluation critique en vue de remettre en question le point de vue de l'auteur du sujet. Une évaluation critique qui consiste à présenter les limites de la conception de Njomwele. Alors, si nous revenons à notre extrait une fois de plus, nous allons nous rendre compte en lisant la thèse principale que la normalité est déterminée par la raison. Si la normalité est déterminée par la raison, ça veut dire que ce qui est normal du point de vue de Njomwele, c'est d'abord ce qui est légitime. Ce qui est normal du point de vue de Njomwele, c'est d'abord ce qui est légitime. Parce que le légitime égale conforme à la raison. C'est ce que dit Njomwele. Mais nous sommes dans une position où nous devons critiquer l'auteur. Alors, nous nous rendons compte que les hommes ne vivent pas ex nihilo, ils ne sortent pas de nulle part. Ils vivent dans une société qui fait appel à une juridiction, une société à laquelle ils sont soumis à des règles, justement, qui sont des règles sociales qu'ils doivent respecter. Lorsque vous respectez des règles, alors vous vivez conformément aux normes qui sont justement respectées. Il y va de la distinction entre le légal et le légitime. Si ce qui est légitime, c'est ce qui est conforme à la raison, alors ce qui est légal, c'est ce qui est conforme à la loi. Il s'agit de la loi sociale. Alors, si nous prenons en considération le fait que les hommes vivent toujours dans une juridiction, c'est-à-dire ils vivent toujours conformément à la loi sociale, eh bien, on va se rendre compte qu'il y a des lois qui sont appliquées dans la société, mais qui ne sont pas des lois légitimes. C'est-à-dire, il y a des lois qui sont conformes, ou alors il y a des actions qui sont conformes à la loi sociale, mais qui ne sont pas conformes à la raison. Si nous prenons, il y a plusieurs exemples. Nous pouvons citer dans certaines sociétés l'autorisation légale du mariage homosexuel, qui, du point de vue de la raison, a du mal à passer. Alors, si on prend en considération un élément comme celui-là, eh bien, on va se rendre compte que même s'il s'agit d'une action qui est conforme à la loi sociale, eh bien, du point de vue de la raison, c'est un problème. À ce moment, vous avez plutôt intérêt à respecter la loi sociale de peur de subir, par exemple, des actions coercitives du point de vue de la juridiction mise en place dans la société à laquelle vous appartenez. Alors, partant de ce postulat, nous pouvons considérer que si l'homme vit toujours dans une société à laquelle il est, en tout cas une société qui possède des lois auxquelles il est tenu de respecter, alors n'y a-t-il pas lieu de penser qu'il est d'abord tenu de respecter la loi sociale, même si celle-ci n'est pas toujours conforme à la raison. Parce que s'il ne respecte pas cette loi sociale, eh bien, il peut subir des sanctions prévues justement par la loi à laquelle il appartient. Alors, sur cette base-là, ça peut nous donner notre question de la problématique, qui va consister à dire, mais si on admet que l'homme vit toujours dans une cité qui possède des lois, c'est le postulat, virgule, alors n'y a-t-il pas lieu de penser que celles-ci, c'est-à-dire ces lois, représentent, n'y a-t-il pas lieu de penser que celles-ci représentent le critère de la normalité
même si elles sont contraires à la raison. Donc, même si elles sont contraires à la raison. Voilà. Donc, ça nous fait comprendre que la position de John Moelle, qui consiste à admettre que c'est la raison qui fonde la normalité, est une position qui souffre de quelques objections, dans la mesure où dans la société, on est d'abord tenu de respecter les lois et les exigences de la société. Alors, il peut arriver qu'on établisse sous forme de loi de la société une décision, une action qui soit illégitime, c'est-à-dire une action qui n'est pas conforme à la raison. Si elle est établie sous forme de loi, alors nous, les citoyens, nous n'avons pas d'autre choix que de respecter cette loi qui est établie sous forme de loi sociale, de peur d'être poursuivis, par exemple, en justice par les règles de la société à laquelle nous appartenons. Voilà, achevé, n'est-ce pas, la quintessence même de ce dont il est question dans ce chapitre sur la médiocrité, qui est le chapitre clé, essentiel, pour ce qui concerne le titre, puisque nous l'avons dit dès le départ, l'œuvre de l'auteur est intitulée « De la médiocrité à l'excellence ». Voilà donc la situation de médiocrité, qui est une situation problématique pour l'Africain des pays sous-développés qui doit quitter cette situation pour promouvoir un véritable développement. Bien, je vous remercie. Cette émission vous est proposée par l'Institut universitaire de la Côte.